À 35 ans, Simon était l'esprit brillant derrière Aqaba Hospitality, l'une des chaînes hôtelières les plus influentes du continent africain. Pourtant, derrière les façades scintillantes des hôtels et les services irréprochables, Simon cultivait une singularité rare, une profonde compassion et une humilité inébranlable. Né dans un humble hameau de la région de Volta, élevé par une mère qui vendait des fruits au bord de la route, Simon connaissait intimement les affres de la pauvreté, la morsure de la faim, et la condescendance du monde envers les défavorisés. C'est cette enfance qui forgea en lui une promesse solennelle: son entreprise serait vénérée non seulement pour son génie novateur en matière d'hospitalité, mais aussi pour sa bienveillance. Pour perpétuer cet idéal, Simon s'adonnait à une pratique audacieuse, presque impensable pour un PDG de son envergure. Il se déguisait. Revêtant les haillons d'un homme du peuple, parfois un simple agent d'entretien, parfois même un mendiant, il sillonnait les établissements d'Aqaba Hospitality. Son objectif? Observer, sans être reconnu, la manière dont ses employés traitaient ceux qu'il jugeait insignifiants. Le moment était venu de mettre à l'épreuve son tout nouvel hôtel à Accra. À peine l'aube pointait tel que le jet privé de Simon atterrissait discrètement. Il en émergea vêtu d'un jean usé, une tenue qui ne durerait pas. Dans l'intimité d'une salle de bain de fortune, il enduisit ses vêtements de mécanicien, couvre son visage d'un cache-nez Covid-19 oblige, dissimulant ses oreilles. Sa barbe, emmêlée et parsemée de peluches, encadrait des yeux qui semblaient à la fois fatigués et résolus. À sa main, un vieux sac en toile de jute contenait un dossier déchiré. Aux yeux du monde, il était un sans-abri. Mais ce sac recelait un trésor bien plus précieux que l'or, des documents attestant qu'il était l'unique propriétaire de l'intégralité de l'établissement. Alors qu'il approchait du majestueux hôtel Aqaba à Accra, il observa les employés, élégamment vêtus de leurs uniformes impeccables, étaient assis sur une table remplie de bouteilles de vin. Il attendit que l'agent de sécurité détourne le regard, puis se faufila discrètement par une porte latérale de service. À l'intérieur, dans le hall de la réception, 6 employés étaient installés derrière des comptoirs brillants, sirotant leur café et du vin de Palma. Le marbre poli reflétait les lumières, l'air conditionné rafraîchissait l'atmosphère, et une immense banderole murale proclamait fièrement: Aqaba Hospitality, votre maison loin de chez vous, avec cœur et excellence. Simon s'avança, tremblant légèrement pour accentuer son rôle, et se posta près du comptoir d'accueil. Je souhaite voir le directeur, s'il vous plaît, prononça-t-il d'une voix timide. La réceptionniste, Edith, manqua de s'étouffer avec sa boisson. Pardon, quoi? Lança-t-elle, un rire moqueur au bord des lèvres. Tous les regards se tournèrent vers lui. Caramel, Ninéa, et 3 autres collègues d'Edith levèrent les yeux, fixant l'homme face à eux. Oh! Taré et démuni. Vous voulez rencontrer le directeur? Répéta Caramel complètement ivre avec un sourire narquois. Vous croyez-vous dans votre garage d'Akobé? Y a rien à réparer ici. J'ai juste besoin de votre attention, s'il vous plaît, insista Simon. Ninéa se leva, les sourcils froncés. Regardez-le. Il ne dit même pas, il dit directeur. Le directeur d'Aqaba, une chaîne hôtelière entière? Elle éclata de rire. Il doit se croire à l'hôpital, ajouta Edith, moqueuse. Laissez-moi deviner, vous avez besoin d'aide? Ou vous voulez mendier un emploi avec cette tenue toute sale? Les autres éclatèrent de rire en chœur. Simon baissa la tête. Je vous en supplie, j'ai juste besoin de m'entretenir avec le directeur. C'est alors que l'impensable se produisit. L'une d'elles le poussa violemment à l'épaule. Elle déchira le dossier qu'il tenait, le versa un verre de boisson. Elles finirent par le jeter dehors. Vous n'avez rien à faire ici, fou! Hurla Caramel. Retournez d'où vous venez. Elles le traînèrent hors de l'hôtel, à travers les portes vitrées, jusqu'à la rue. Il heurta le sol avec un bruit sourd, son coude raclant le béton. Son dossier gisait à côté de lui, froissé. Les passants l'aidaient à ramasser le reste du dossier, observaient la scène, interloqués. Mais à l'intérieur de l'établissement, les rires fusaient, la musique à fond, comme s'il venait de chasser un mendiant indésirable. C'est à cet instant que la porte s'ouvrit à nouveau, violemment. Et cette fois, ce n'était pas Simon. C'était André, le directeur de l'hôtel. Il avait entendu le tumulte et était sorti voir ce qui se passait. Ce qu'il vit le pétrifia. Simon, étendu sur le sol, sa chemise déchirée, couvert de saleté, et les employés toujours hilars. La voix d'André fit trembler les murs. Qu'avez-vous fait?
Savez-vous qui est cet homme? Les rires cessèrent net, les sourires s'effacèrent. Edith recula d'un pas. Ninéa manqua de laisser tomber sa tasse de café. André se précipita pour aider Simon à se relever. Je suis tellement désolé, monsieur. Je vous prie de croire que je n'étais pas au courant, balbutia-t-il, essoufflé. Simon ne dit rien d'abord. Il essuya son visage, ramassa le dossier déchiré, et se tourna pour leur faire face. Chacun des employés tomba à genoux, les larmes coulant maintenant, suppliant, « S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-nous. Nous ne savions pas. » Mais Simon ne les regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur André. « Même s'ils sont les travailleurs les plus compétents de cette ville, » dit Simon, d'une voix lente et mesurée, « nous ne pouvons pas collaborer avec eux. Pas ici, pas au sein de cette entreprise. » André hocha la tête, la poitrine serrée, le cœur battant à tout rompre. « Nous n'embauchons pas seulement des compétences, » reprit Simon, « nous embauchons du caractère, de la compassion. Et ce que je viens de voir ici aujourd'hui, » il marqua une pause significative, « c'est tout ce contre quoi j'ai œuvré toute ma vie. » Un par un, leurs noms furent prononcés. Un par un, ils furent licenciés. Et tandis que les larmes coulaient et que les supplications commençaient, aucun d'eux ne pouvait croire à l'incroyable vérité. L'homme qu'ils avaient brutalement traité n'était autre que le milliardaire pour lequel ils se vantaient de travailler, Simon Anderson. Ce soir-là, Edith était seule dans son appartement exigu, sans ventilateur ni nourriture, les larmes dévalant son visage. Sur la petite table à côté d'elle, un journal titrait « Le PDG démasque son personnel lors d'une visite incognito, 5 licenciés pour intimidation ». Juste au moment où elle s'apprêtait à éteindre la lumière, son téléphone vibra. Elle le saisit. C'était un message, une invitation à un entretien le lendemain dans une petite entreprise où elle avait postulé. Ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. Mais sa joie fut de courte durée. Le téléphone lui échappa des mains et elle éclata en sanglots, submergée par le remords de ses propres actes. Le lendemain matin, Edith réunit le peu d'argent qu'il lui restait et pria pour que cela suffise à payer le taxi. En descendant, elle réclama sa monnaie, mais le chauffeur refusa, affirmant que le compte y était. Elle s'avança sur la route et fut percutée par un taxi. Elle perdit connaissance et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les yeux d'Edith s'ouvrirent lentement. Lumière vive, plafond blanc, un bip sonore régulier, une légère odeur d'antiseptique. Elle tenta de se redresser mais gémit de douleur. Sa jambe gauche était enserrée dans un bandage, ses bras égratignés. Une infirmière se précipita. « Vous êtes réveillé. Dieu merci. » Edith cligna des yeux. « Où suis-je » ? « À l'hôpital général, » répondit doucement l'infirmière. « Vous avez eu un accident. Vous vous êtes cogné la tête. » Edith ferma les yeux, des larmes s'échappant. Son cœur était lourd, non seulement à cause de ses blessures, mais de tout ce qui s'était passé. 2 mois seulement s'étaient écoulés depuis son licenciement d'Aqaba Hospitality. Sa vie avait rapidement basculé. Aucune entreprise ne voulait d'elle. Son nom circulait sur les réseaux sociaux. Son visage apparaissait dans les gros titres, personnel arrogant intimide le PDG milliardaire déguisé en mendiant. Les portes se refermaient dès que son CV atteignait les bureaux des ressources humaines. Même ses amis avaient commencé à l'éviter, à l'exception de quelques-uns, Caramel, Ninéa et les autres licenciés avec elle. Elles étaient toutes brisées, en difficulté, en colère contre le monde. Mais maintenant, elle était là, blessée, sans emploi, seule. Du moins, c'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Elle tourna lentement la tête et se figea. Là, debout, avec une confiance tranquille et des yeux dénués de colère, se tenait Simon Anderson. Les lèvres d'Edith tremblèrent. « Monsieur » murmura-t-elle. Simon entra, tenant un sac en papier. Derrière lui, ses 4 anciennes collègues, Caramel, Ninéa, et 2 autres, se tenaient à la porte, les yeux écarquillés de stupéfaction. Aucune d'elles ne pouvait prononcer un mot. « Bonjour » dit Simon, calmement. « Puis-je entrer » Edith éclata en sanglots. Elle tenta à nouveau de se redresser, mais il leva doucement la main. « Ne vous fatiguez pas. »« Je suis tellement désolée » murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce qui nous a pris ce jour-là. Nous. Je ne suis pas ici pour des excuses, » répondit Simon. Il posa le sac sur la table de chevet. « J'ai réglé vos frais d'hospitalisation. Vous devez vous reposer, manger, guérir. » Caramel s'avança lentement. « Monsieur, vous êtes venu lui rendre visite ?» Il se tourna vers elle. « Vous toutes.
J'ai bâti cette entreprise dans la douleur, et vous? Vous voulez en faire un cirque? Elles se regardèrent, confuses. Simon soupira puis s'assit sur la chaise des visiteurs. Quand j'ai quitté l'hôtel d'Accra ce jour-là, j'ai dit quelque chose à André. Elles écoutaient, retenant leur souffle. J'ai dit, les valeurs morales sont aussi importantes que les compétences. Cela reste vrai. Mais je crois aussi que les gens peuvent évoluer. Les gens peuvent changer. Vous devriez montrer un exemple de gestion pour les futures générations africaines. Mais, voilà, ce sont ces genres de comportements qui plombent notre avancée. Il faut juste le vouloir. Personne ne dit un mot. Puis Simon regarda Edith. Vous avez été cruel, mais j'ai déjà vu de la cruauté auparavant. Ce qui m'a frappé ce jour-là, c'était le vide derrière votre colère, comme si vous luttiez contre quelque chose à l'intérieur. Edith essuya ses yeux. J'ai perdu mon père il y a 2 ans. Mon frère est handicapé. Je paye le loyer pour la boutique de ma mère. J'étais en colère contre la vie et je l'ai déversé sur tout le monde. Simon hocha la tête. Nous avons tous des fardeaux, mais c'est ce que nous en faisons qui nous définit. Il fouilla dans son veston et en sortit 5 enveloppes soigneusement scellées. Chacune portait un nom, Edith, Caramel, Ninéa, et les 2 autres. Elles regardèrent les enveloppes dans sa main. Ce sont des lettres de réintégration. Elles retinrent leur souffle. Les lèvres d'Edith s'entr'ouvrirent. Quoi? J'ai parlé avec André, poursuivit Simon. Vous retournerez toutes chez Aquaba Hospitality en probation. Vous reprendrez en tant que stagiaire, sans poste prestigieux, sans titre, sans place spéciale. Vous reconstruirez la confiance depuis zéro. Les genoux de Ninéa fléchirent et elle s'assit. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle. Oui, murmura Caramel, après tout ce que nous avons fait. Je sais, répondit Simon, mais parfois, les gens n'ont pas besoin de punition. Ils ont besoin d'une seconde chance. 3 mois plus tard, de retour à l'hôtel Aquaba d'Accra, tout avait changé. Edith arrivait désormais tôt, avant même les agents d'entretien. Elle portait des vêtements simples. Elle aidait la réceptionniste à ranger les chaises. Elle apportait même des collations pour les concierges. Caramel et ses collègues guidaient poliment les visiteurs vers leur bureau. Ninéa se portait volontaire pour former le nouveau personnel à l'intelligence émotionnelle et au service client. Les rumeurs se propageaient rapidement, ce sont les filles qui ont intimidé le PDG. Oui, et il les a ramenées. Maintenant, ce sont les personnes les plus humbles ici. Mais personne n'était plus surpris qu'André, le directeur de l'hôtel. Ce n'étaient plus les filles arrogantes qu'il craignait autrefois de voir ruiner l'image de son établissement. Elles étaient devenues le cœur de l'entreprise. Puis un jour, lors d'une conférence pour l'autonomisation des jeunes, sponsorisée par Aquaba Hospitality, les 5 femmes furent invitées à prendre la parole. Vêtues de robes assorties, elles se tenaient sur scène, les yeux pleins d'émotion. Edith s'avança en premier. Nous étions autrefois le genre de personnes qui pensaient que le pouvoir nous rendait importantes, que le titre nous rendait supérieurs aux autres. Nous avons ri d'un homme à cause de ses vêtements, sans savoir qu'il était le propriétaire de l'établissement. La foule retint son souffle. Caramel poursuivit, mais il ne nous a pas combattus. Il nous a enseignés. Il nous a donné une seconde chance, et cela a tout changé. Des larmes coulaient dans le public. Les femmes se sourirent. Aujourd'hui, nous avons créé quelque chose de nouveau. Une fondation pour des gens comme nous, pour tous ceux qui ont été brisés, en colère ou oubliés. Edith leva la main. Ça s'appelle seconde chance. Un tonnerre d'applaudissements remplit la salle. Au premier rang, Simon Anderson applaudissait lentement, un léger sourire jouant sur ses lèvres. L'homme qu'elles avaient autrefois bafoué était devenu la raison pour laquelle elles avaient trouvé un nouveau but. À la fin de la conférence, alors que la foule commençait à se disperser, un homme en costume sombre s'approcha discrètement de Simon. « Monsieur, quelque chose d'étrange vient de se produire à l'hôtel de Koumassi, murmura-t-il. Simon haussa un sourcil. « Étrange ? Oui, monsieur. Un homme prétend être votre frère et exige de prendre le contrôle. » Simon se figea, son visage soudain indéchiffrable. « Mon frère est mort, dit-il froidement. » Mais quelque chose scintilla dans ses yeux. Était-ce le début d'une nouvelle tempête? Simon Anderson était assis à l'arrière de sa voiture, regardant par la fenêtre tandis que la ville de Koumassi défilait dans un flou. L'homme à ses côtés, son enquêteur personnel Kouassi, restait silencieux. Mais l'esprit de Simon n'était pas calme. Il dit s'appeler Adoba, dit enfin Kouassi.
La trentaine, teint foncé, corpulence moyenne. Il prétend avoir grandi dans la région d'Ashanti après que votre mère l'aurait abandonné pendant la guerre. La mâchoire de Simon se crispa. « Je suis fils unique », répondit-il. « Monsieur », dit prudemment Kouassi, « il est venu avec des documents, des photos, même une copie d'un certificat de naissance portant le nom de votre mère. » Simon se tourna vivement. « Un document falsifié ne signifie rien. »« Je suis d'accord, » dit Kouassi, « mais il ressemble étrangement à votre mère, et à vous. » Il y eut un silence lourd. C'était le problème. Simon n'avait plus de famille vivante. Sa mère était décédée il y a 10 ans. Il l'avait enterrée lui-même. Son père n'avait jamais été présent dans sa vie. Pendant des années, il avait porté le fardeau d'être le dernier en Ederson. Alors, comment quelqu'un pouvait-il surgir maintenant en prétendant être un des vôtres? Ils arrivèrent au siège d'Aqaba Hospitality à Accra, un gratte-ciel étincelant au cœur de la ville. Dès que Simon sortit de la voiture, les gardes se redressèrent, le personnel chuchota, et les caméras crépitèrent. Il ignora tout cela. « Où est-il » demanda-t-il. « Salle de conférence », répondit Kouassi. Ils marchèrent rapidement jusqu'à l'étage exécutif privé. Simon s'arrêta juste devant la porte, prit une profonde inspiration et l'ouvrit. À l'intérieur se tenait un homme grand, à l'allure assurée et calme. Il se leva à son entrée. « Simon » dit-il doucement. Il le fixa intensément. Son visage était étrangement familier, la mâchoire anguleuse, les pommettes hautes, les yeux en amande. Il ne dit rien. « Je ne suis pas ici pour accaparer votre entreprise, » dit-il. « J'ai cherché pendant des années. Ma mère m'a parlé de vous avant de mourir. » Il fronça les sourcils. « Ta mère ?» Il hocha la tête. Elle s'appelait Grace. Simon sentit le nom le frapper comme un coup de tonnerre. C'était aussi le nom de sa mère. Mais cela n'avait aucun sens. « J'ai enterré ma mère, » dit-il. « Il y a 10 ans. » L'homme s'approcha. « Moi aussi. » Simon se souvint de ce jour, la pluie tombant sur le village. Un cercueil simple, une femme reposant paisiblement, les mains croisées sur la poitrine. Mais et si elle avait laissé derrière elle un secret qu'elle ne lui avait jamais révélé, un enfant caché? Il secoua la tête. Pourquoi maintenant? Adoba sortit une lettre pliée de son sac. C'est d'elle, dit-il. Elle m'a demandé de ne jamais me présenter à moins d'être vraiment prête à lui pardonner de nous avoir séparés. Simon hésita puis prit la lettre. C'était l'écriture de sa mère, tremblante, émouvante, authentique. Mes chers enfants, si vous vous trouvez un jour, je prie pour que vous me pardonniez. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. La guerre nous a séparés. La douleur nous a éloignés, mais je vous ai toujours aimés tous les deux. Ses mains tremblaient légèrement. Plus tard cette nuit-là, Simon était assis seul dans son penthouse privé, la lettre ouverte à côté de lui. Si c'était vrai, il avait un frère, un vrai frère. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi apparaître juste au moment où seconde chance était lancée? Pourquoi surgir alors qu'Aqaba Hospitality s'étendait à 3 nouveaux pays? Il prit son téléphone et appela Kouassi. Garde un œil sur lui. Je veux une vérification complète de ses antécédents, certificat de naissance, école, même ses empreintes digitales. C'est déjà en cours, répondit Kouassi. Mais il y a autre chose. Simon attendit. Il a rencontré secrètement l'un de nos anciens membres du conseil, Monsieur Dave Kona. Le cœur de Simon se serra. Kona, le même homme qu'il avait contraint à la démission 3 ans auparavant pour avoir détourné des millions. Ce n'était pas une coïncidence. Le lendemain matin, Edith était assise dans le bureau lorsque Simon entra, le visage tendu, la voix basse. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il. Edith se leva rapidement. « Oui, monsieur. » Il la regarda dans les yeux. « Tu as vu les deux côtés de la vie? Tu sais à quoi ressemble la trahison? J'ai besoin de quelqu'un qui sait lire les gens. » Les yeux d'Edith s'écarquillèrent. « Vous pensez qu'il... » « Je ne sais pas quoi croire, » dit-il. « Mais je te fais confiance. » Elle hocha la tête, réalisant soudain à quel point elle avait progressé. Il y a quelques mois, elle avait craché sur cet homme. Maintenant, il lui demandait son aide. « Je lui parlerai, » dit-elle. « En tant que femme, en tant que personne à qui on a donné une seconde chance. » Simon hocha lentement la tête. « Ne lui dis pas que je t'ai envoyé. » Plus tard ce jour-là, Adoba était assis dans un café à Accra lorsqu'Edith entra. Ils avaient convenu de se rencontrer en tant que 2 personnes cherchant à se comprendre. Edith sourit poliment et s'assit. Cela doit être bouleversant de trouver un frère comme Simon.
Adoba sourit. Ça a été un tourbillon. Ils parlèrent d'enfance, de vie, de la douleur de l'abandon. Mais au fil des minutes, Edith remarqua de petites incohérences dans l'histoire d'Adoba, des dates qui ne correspondaient pas, une photo qui semblait trop récente pour dater des années 90, et la manière dont Adoba vérifiait nerveusement son téléphone. Puis cela arriva, Adoba se leva pour aller aux toilettes, laissant son téléphone derrière lui. Il vibra. Edith hésita puis le prit. Un message apparut à l'écran, Kona dit que le conseil soutiendra ta revendication si Simon résiste. Il a des copies de l'ADN falsifié prêtes. Ne gâche pas tout. Le souffle d'Edith se coupa. ADN falsifié. C'était un complot. Elle devait agir vite. Ce soir-là, Edith courut dans le bureau de Simon, en sueur. « Ce n'est pas votre frère !» cria-t-elle. Mais juste derrière elle, les portes s'ouvrirent à nouveau. Adoba se tenait là, les yeux froids, le sourire disparu, et à ses côtés se trouvait Konadeva, revenu de l'ombre. « Tu as raison, » dit Adoba. « Je ne suis pas ton frère, mais ça n'aura plus d'importance une fois que j'aurai pris tout ce que tu as bâti. » Simon se leva lentement de son fauteuil, ses yeux calmes mais perçants fixés sur Konadeva, l'homme en qui il avait autrefois placé sa confiance pour les secrets du conseil. Kona, maintenant vêtu d'un costume bleu marine de marqué d'une fausse assurance, s'avança aux côtés d'Adoba, dont le faux sourire avait disparu. Le silence dans la pièce était pesant. La voix de Simon était basse, contrôlée. « Tu as créé une fausse identité, inventé un frère, et maintenant tu penses pouvoir prendre le contrôle ?» Kona ricana. « Simon. Toujours trop noble pour ton propre bien. Tu as construit cet empire avec ton cœur, mais en affaires, le cœur ne gagne pas. La stratégie, oui. » Adoba ajouta froidement, « Et quand les médias verront un homme prétendant être ton frère perdu de vue avec des documents, un test ADN, et le soutien de Kona au conseil, penses-tu que ta réputation survivra au scandale ?» Edith s'avança. « Nous avons des preuves. Les messages textes, les faux documents, l'escroquerie à l'ADN. » Kona la coupa. « Tu crois que quelqu'un croira une ancienne employée disgraciée devenue travailleuse caritative ? Nous avons déjà réécrit l'histoire, et devant le tribunal de l'opinion publique, nous avons déjà gagné. » Simon ne s'y a pas. Il s'assit lentement et sortit son téléphone. Il tapa une fois. Une lumière rouge clignota sur le bord de l'étagère. Le sourire de Kona s'effaça. Simon le regarda. « Tu as oublié, Kona. C'est Aquaba Hospitality. Chaque salle de conseil est équipée de surveillance intelligente. Vous venez d'avouer devant un enregistrement. » Adoba pâlit. La mâchoire d'Edith tomba. Simon tourna l'écran vers eux et appuya sur lecture. Leurs voix résonnèrent clairement, « Il a des copies de l'ADN falsifié prêtes. Ne gâche pas tout. Je ne suis pas ton frère, mais ça n'aura plus d'importance une fois que j'aurai pris tout ce que tu as bâti. Échec et mat. » Il se précipita pour saisir le téléphone. Deux agents de sécurité firent irruption. Simon se leva. « Tu m'as dit un jour que les affaires étaient une question de pouvoir, Kona. Mais j'ai appris autre chose en chemin. » Il s'avança vers eux. « Le caractère soutient ce que la stratégie peut construire. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous n'avez jamais bâti. » D'un geste de la main, les gardes menottèrent Kona et l'emmenèrent, silencieux et vaincus. Adoba, tremblant, s'effondra dans le fauteuil. Des larmes coulaient sur son visage. « J'étais désespéré, » murmura-t-il. « Il m'a trouvé quand je n'avais rien. Je pensais pouvoir recommencer. » Simon resta immobile, le cœur lourd. « Alors, pourquoi mentir ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi inventer une famille ?» Il le regarda. « Parce que tu étais tout ce dont j'avais toujours rêvé chez un frère. Et je pensais qu'avec une histoire, tu me laisserais peut-être approcher. » Il ferma les yeux. Tant de douleur, tant de mensonges. 2 jours plus tard, la nouvelle file les gros titres à travers le Ghana. Faux frère et ancien membre du conseil tente de renverser le PDG d'Aquaba Hospitality, un enregistrement secret sauve l'entreprise. Edith Tolisa, ancienne employée disgraciée, aide à exposer un complot contre le PDG milliardaire. Le pays bruissait sur les réseaux sociaux. Edith devint un sujet tendance, de la disgrâce à la grâce dans un scandale hôtelier, seconde chance sauve la situation. Les gens étaient inspirés par ce revirement. Cette semaine-là, Simon organisa une assemblée générale à l'échelle de l'entreprise. Chaque établissement était connecté. Des milliers d'employés regardaient. Il monta sur scène au siège d'Accra. La lumière l'éclairait parfaitement, calme,
confiant, humain. À ses côtés se tenait Edith. Elle n'était plus une stagiaire disgraciée. Elle était désormais la directrice officielle de l'éthique et de la culture des employés chez Aquaba Hospitality. Edith parla en premier. J'ai ri un jour d'un étranger sans savoir qu'il était mon patron. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu ma dignité. Mais j'ai eu une seconde chance, et maintenant on me fait confiance pour protéger ce que j'ai autrefois essayé de détruire. Simon enchaîna avec des mots puissants. Aquaba Hospitality n'a jamais été une question d'argent, de gloire ou de titre. Il s'agit toujours des gens. On ne construit pas un avenir uniquement avec des infrastructures. On le construit avec du caractère. Un tonnerre d'applaudissements. Ce soir-là, alors que Simon était assis seul dans son bureau, son téléphone vibra. Un message apparut. Numéro inconnu. Tu as peut-être arrêté Kona, mais je connais la vérité sur ton passé et je viens chercher ce qui m'appartient. Déa. Simon fixa le message, les yeux plissés. Qui était Déa? Que savait-il? Et pourquoi cela semblait-il familier? Simon Anderson ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur le message lumineux sur son écran. Tu as peut-être arrêté Kona, mais je connais la vérité sur ton passé et je viens chercher ce qui m'appartient. Déa. Les initiales touchèrent une corde étrange en lui. Déa. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait déjà vu ces lettres auparavant. Quelque part d'enfoui, quelque part de douloureux. Son esprit s'emballa. Au cours des 3 derniers mois, il avait affronté l'humiliation, démasqué une trahison, réintégré ceux qu'il avait autrefois brutalisés et même vu un étranger prétendre être son frère. Mais cela semblait différent, cela semblait personnel. Le lendemain matin, Kouassi, son fidèle enquêteur, était déjà au travail. Monsieur, j'ai recensé tous les ennemis connus avec les initiales DA, dit-il, étalant des documents sur la table de conférence. J'ai également tracé le numéro qui a envoyé le message. Il a été détecté sur un téléphone jetable à Accra, jeté après un seul message. Il ouvrit un dossier. Déborah? Demanda Simon. Ancienne femme de ménage chez Aquaba Hospitality, répondit Kouassi, licenciée il y a 5 ans pour avoir tenté de voler des registres financiers à un directeur. Simon secoua la tête. Elle était en prison jusqu'à l'année dernière. Elle n'oserait pas. Il passa au dossier suivant. David? Il marqua une pause. Oui, et je crois que c'est lui. Simon leva les yeux. Pourquoi? Il sortit un ancien profil d'employé de l'entreprise. David Akinola. Intelligent, créatif, discret. Il était l'un de nos premiers chefs de projet, dit-il, a aidé à concevoir le concept original de notre modèle de service client. Simon fronça les sourcils. Il n'a pas simplement quitté. Il est parti après une dispute. Il a dit que je lui avais volé son idée. Kouassi hocha la tête. Et maintenant, il est de retour. Flashback, il y a 10 ans, Simon était assis à une table en plastique dans une petite pièce de la région de Volta. Son carnet de croquis ouvert sous ses doigts. David se tenait au-dessus de lui. Nous étions d'accord pour dire que c'était notre rêve, avait dit David, pas seulement le tien. Je sais, avait répondu Simon, mais les investisseurs ont besoin d'un seul nom, juste jusqu'à ce que l'entreprise grandisse. Ensuite, je remettrai ton nom. La voix de David s'éleva. Donc, je suis effacé en premier pendant que tu brilles? Je n'essaie pas de t'effacer, David. Mais il était trop tard. David sortit en trombe et ne revint jamais. Simon entendit plus tard des rumeurs selon lesquelles il était parti à l'étranger pour recommencer, mais ils ne se parlèrent plus jamais. Retour au présent, il veut se venger, dit Simon doucement. Kouassi hocha la tête. Et maintenant que l'entreprise est à son apogée, il veut la détruire. 3 jours plus tard, un sommet de l'hospitalité nationale devait avoir lieu à Accra. Simon était prévu pour donner le discours d'ouverture. Tous les grands leaders hôteliers, investisseurs et médias seraient présents. La sécurité était élevée, mais la tension l'était encore plus. Kouassi marchait à ses côtés en coulisses. Je suis certain que David va tenter quelque chose, soit révéler quelque chose de votre passé, soit vous humilier en public. Simon ajusta sa cravate. Il monta sur le podium. Les lumières étaient aveuglantes. Des milliers de caméras flasaient. Simon commença, il y a 10 ans, j'étais juste un garçon de village avec une vision simple et un rêve. Aujourd'hui, Aquaba Hospitality a créé plus de 15 000 emplois à travers le Ghana. Mais cette histoire n'a jamais été la mienne seule. La foule applaudit. Elle a été construite par de nombreuses mains. Certaines loyales,
d'autres déloyales, certaines qui sont restées, d'autres qui sont parties, et certaines qui sont ici aujourd'hui. Des murmures parcourent l'assistance. Un homme au milieu de la salle se leva. Il portait un costume noir, bien rasé, confiant, avec un sourire narquois. David Akinola. Monsieur Anderson. Cria-t-il. Direz-vous au monde la vérité que le concept original d'Aqaba était le mien? Dites-leur comment vous m'avez effacé, comment vous avez vendu mon rêve et m'avez laissé dans l'ombre. La salle se figea. Les téléphones se levèrent. Les journalistes commencèrent à taper. Simon ne s'y a pas. Au contraire, il sourit. David, bienvenue. Murmure. Tu as raison. Tu as aidé à construire l'idée originale, et oui, tu es parti. Mais je ne t'ai jamais effacé. En fait, il sortit un papier de sa veste, dans notre accord de partenariat initial que j'ai discrètement enregistré auprès du registre des sociétés. Ton nom n'a jamais été retiré. Ta part de 10% existe toujours. Tu n'as jamais été retiré de la structure fondatrice. Nouveau murmure. Le visage de David tressaillit. Ce n'est pas possible. Simon tourna le papier vers les caméras. C'est le cas. Tu es parti en colère. J'ai gardé ta part en ton absence. Tu aurais pu revenir à tout moment, mais au lieu de ça, tu as choisi la vengeance. Il s'avança maintenant, la voix calme mais ferme. J'ai peut-être bâti cette entreprise seul pendant un temps, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. C'est pourquoi j'ai donné des secondes chances à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que les gens comptent, le caractère compte. Puis vint le coup de théâtre. Mais ce que je ne peux pas permettre, c'est le sabotage. Il se tourna vers l'arrière. La sécurité entra. David, notre équipe juridique a compilé des preuves que toi et Conrad aviez tenté de pirater notre système de réservation et de cloner notre modèle de service la semaine dernière. Vous avez essayé de le vendre sous ta nouvelle entreprise à l'étranger. La foule éclata en exclamations. Le sourire de David s'effaça. Deux hommes s'avancèrent et l'escortèrent dehors. Simon retourna au podium. La seule chose plus forte que l'innovation, c'est l'intégrité. Une semaine plus tard, Simon était assis dans son bureau. Une nouvelle récompense trônait sur son étagère, leader de l'hospitalité de la décennie. Edith frappa doucement et entra. Nous venons de dépasser les 20 millions de nuitées, monsieur, dit-elle fièrement. Et quelqu'un veut vous voir. Simon leva les yeux. Adoba. Il entra cette fois sans artifice, sans sac élégant, juste des vêtements simples, humbles, calmes. Je voulais vous remercier, dit-il, de ne pas avoir porté plainte, de m'avoir redonné mon nom. Simon hocha la tête. Il poursuivit. J'ai pris un emploi à Tamal pour aider les enfants des écoles rurales avec l'alphabétisation informatique et l'hôtellerie de base. C'est quelque chose que je veux faire avec vérité cette fois. Simon sourit. Bien. Tout le monde mérite une vraie seconde chance, pas une fausse. Il baissa la tête. Merci. 6 mois plus tard, lors d'un événement spécial organisé pour célébrer le 10e anniversaire d'Aqaba Hospitality, Simon monta à nouveau sur scène. Derrière lui se trouvaient les visages de tous ceux qui avaient échoué mais s'étaient relevés, Edith, Caramel, Ninéa, et même d'anciens employés qui étaient partis amers. La voix de Simon portait comme le tonnerre. Cette entreprise a été construite avec des bâtiments, mais son cœur bat grâce aux gens. Des gens qui ont changé, des gens qui ont appris, et des gens qui se sont relevés aujourd'hui, la Fondation Seconde Chance.